Bonjour, Josélito Michaud. Bonjour, je regardais ton ouverture, je me disais pourquoi pas dans le bleu des yeux. Oui. Parce que ces yeux bleus sont en évidence. Bref, merci de l'invitation, merci. Ben, c'est moi qui te remercie parce que c'est non seulement la première entrevue que tu donnes pour ton nouveau livre qui sort la semaine prochaine, c'est la première fois, tu me disais, c'est la première fois que tu donnes une entrevue à la télé sans ton bonnet. Sur la tête. Et moi, c'est ma première émission d'une série. Alors, on va se souhaiter bonne première, Josélito. Absolument. T'as failli pas pouvoir être là aujourd'hui parce que on le sait depuis le mois d'avril que tu es atteint d'un trouble neurologique fonctionnel. Et hier, tu étais aphasique. Aujourd'hui, tu es assis dans ma chaise. Comment tu vis avec cette maladie-là, Josélito? C'est-à-dire, ça fait plusieurs années que j'ai des symptômes et qu'on m'a diagnostiqué Parkinson, sclérose en plaques, maladie auto-immune, on m'a tout dit. Et à chaque fois qu'on allait au-devant de ces tests-là, on finissait par me dire « Non, vous avez rien, vous avez rien ». Donc, j'étais dans un flou médical longtemps, comme des milliers de personnes, je l'ai compris après, qui avaient le même problème que moi. Donc, je me disais « Je suis pas fou ». Je me souviens qu'à un moment donné, on me disait « Est-ce que vous avez pensé à prendre des antidépresseurs? Est-ce que vous faites une dépression? » On disait « C'est dans ta tête ». Oui, mais tu sais, il y a un avantage d'être connu et puis il y a des désavantages parfois, c'est qu'on fait attention à comment on parle, tu comprends? Mais à un moment donné, il y a un médecin qui était assez clair en me disant « Je pense que tout ça, c'est dans votre tête, M. Michaud. » Et j'ai dit « La prochaine fois qu'on va se voir, monsieur, je vais vous enregistrer des crises, allez les voir. » Alors, décris-nous, quand tu fais une crise, ça ressemble à quoi? Bien, d'abord, comme j'ai des symptômes du Parkinson, je me mets à trembler des mains. Beaucoup. Là, je vais passer vite sur les symptômes. Pourquoi? Parce que dès que je parle du symptôme, mon cerveau m'envoie le symptôme. Je comprends. Donc, aphasique, ça, c'est nouveau. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me mets à parler, il n'y a plus rien qui sort, et je me mets à parler comme quelqu'un qui a un AVC. D'accord. Mon cerveau, il est là, tout est là, OK? Et là, il faut que je dise à mon cerveau, il ne faut pas de taille là, il faut que je le dévie. Ça peut prendre entre 3, 5, 8, 10 minutes, mais je réussis. Beaucoup de gens ne réussissent pas à le faire. Ils sont pris avec ces symptômes-là. Marcher, hier, avant-hier, je ne marchais plus, mais ça dure 25, 30, 40 minutes. Et ça revient. Et ça revient. Pourquoi? Parce que j'ai un accessoire, je joue avec mon bracelet, je vais jouer avec quelque chose d'autre, je vais attirer l'attention ailleurs de mon cerveau. Fait que c'est tout, dans le fond, c'est faux. Je reprogramme mon cerveau au complet à 60 ans pour être capable de lui envoyer les bons signaux. Et je dirais que ce qui est le plus dur, c'est toujours, quand je m'en venais tout à l'heure, j'ai eu une mini-crise avant de m'en venir tout à l'heure avec toi. J'ai fait « Oh là là ». Puis ça, je me suis dit « Non, ça va bien aller, c'est correct. Tout est beau. » Donc, tu te parles à toi-même comme une mère parlerait à son enfant pour le rassurer. Totalement, parce que faut que tu sois tendre avec toi-même. Il faut que j'ai beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'égard, ce que je n'ai pas envers moi, ce que je n'ai jamais eu envers moi. Parce que tu as poussé la machine trop longtemps pendant des années. Est-ce que tu penses que cette maladie-là qui t'afflige aujourd'hui, c'est d'avoir trop poussé la machine ou d'avoir vécu des affaires extrêmement difficiles quand tu étais petit? Ou une combinaison des deux? Une combinaison des deux et mon empathie qui s'est transformée souvent en sympathie. Il y a une différence entre les deux. Moi, j'ai arrêté le train. Là, c'est la première fois que je le dis, je pense publiquement. J'ai arrêté le train pour une raison de santé mentale. Parce que j'étais plus capable d'entendre autant de confidences qui se faisaient pas uniquement dans le train. Ça se faisait à tous les jours, au dépanneur, partout. Et je trouvais que je n'étais pas assez outillé, moi, pour expliquer aux gens que j'étais un intervieweur qui avait une grande empathie, mais je n'étais pas un psychologue. Donc, moi, à force d'entendre des confidences, ma vie s'est transformée. Pourquoi? Parce que j'entendais tellement les histoires des autres que je confondais si c'était pas devenu la mienne. Parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie. C'est pas de l'empathie. La différence entre les deux, c'est que je prends avec moi la charge de l'autre. Voilà. L'empathie, c'est que je l'entends, je me garde une distance pour être capable de me protéger. Donc, tu n'avais plus de mur, tu n'avais plus de carapace entre toi et la douleur des gens. Non, jamais. En même temps, cette capacité-là d'être capable de recevoir la douleur des autres, c'est ça qui fait que pendant des années, quand tu faisais des entrevues, on sentait que tu te mettais justement à la place des gens en face de toi. Donc, ça doit te manquer des fois. Bien, je vais revenir, là, je vais le faire, mais je vais le refaire différemment. C'est-à-dire, je serai toujours quelqu'un d'empathique qui frôle la sympathie. Mais je te dirais, quand tu me dis c'est quoi les causes de tous ces troubles neurologiques, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, je peux me sortir de cet état-là.
Comment? Il existe un programme au CHUM, pour ne pas le nommer, qui permet à des gens de se reprogrammer à travers de la physio, de l'ergo, un psychologue, puis tout ça. Mais il y a une liste d'attente à peu près de 3 ans. Fait que je veux dire, puis moi, il est hors de question parce que je m'appelle ceci, que je vais être là avant les autres. Sauf que j'ai posté, quand j'ai annoncé ça publiquement, que j'avais ça, je l'ai annoncé pour une simple raison, c'est que les gens me voyaient tomber. Les gens me voyaient à l'hôpital. Les gens sont fins avec moi. Les gens sont très gentils. Les gens t'aiment, José Lito. Quand j'ai dit aux gens, ici aux collègues à TVA, à LCN, au journal, à Cube, que je t'interviewais, tout le monde me dit comment ça va, sa santé. J'ai l'impression que tu as eu une immense vague d'amour. Est-ce que tu es capable de la recevoir, cette vague d'amour-là? Non. Tu me dis ça, puis là, c'est étranger. Tu me dis ça, je l'entends. Ouais. Mais ça part parce que ça vient de mon enfance. Ça m'appartient pas. Je l'entends vague. Je l'entends, là. Je suis pas fou, je l'entends. J'ai posté cette information-là parce que je dis, il faut que je sorte la nouvelle parce que je savais que ça allait sortir. Parce qu'on m'avait vu à l'hôpital à plusieurs reprises, entrant en ambulance parce que je respirais plus. Il y a eu beaucoup de symptômes quand même. Beaucoup de troubles. Et puis, à un moment donné, ça a fait 1 800 000, ce post-là, gros de même, puis des milliers de témoignages. Et on m'arrête sur la rue régulièrement. Puis moi, j'ai dit, il faut que ça serve à quelque chose. Et ça a permis à 6 000 personnes d'envoyer leur histoire qui est similaire à la mienne, mais qui sont dans la rue qui sont pas capables de rien avoir, qui sont fait traiter de fous, là. Donc, moi, c'est ça que je voulais. Oui, l'amour, je commence à l'entendre, j'ai beaucoup de misère. Et ça vient évidemment de ton enfance. Bien sûr. Et de ton enfance, t'en parles dans ce livre-là, que moi, je te l'ai dit, hein, je t'ai écrit, puis je t'ai dit à quel point j'avais aimé ce livre. C'est ton 5e livre, ça s'intitule « Madame, est-ce que je vais être choisie ?» Ça sort la semaine prochaine, donc c'est vraiment une primeur que tu sois là avec nous aujourd'hui. Pourquoi ce titre-là, « Madame, est-ce que je vais être choisie ?» Parce qu'à l'âge de presque 5 ans, j'allais avoir 5 ans quelques mois après, on était à la queue-leu-leu à se faire photographier devant un mur impersonnel et je me souviens de ce mur-là encore. Il est marqué, c'est le mur qui est sur la page, la jaquette du livre. Et j'avais dit à la dame, est-ce que je vais être choisie, moi? T'sais, madame, exactement cette phrase-là. Et la dame a fait comme un peu, elle m'attendait pas parce qu'elle a dû se dire, il sera peut-être pas choisi, parce que c'est toujours un ou deux qui est choisi. Et je me souviens de quand je l'ai posé la question, le poids des responsabilités. Il fallait que je fasse le beau. Mais le photographe qui était devant nous, moi, j'étais le 12e. Il était un petit peu impatient, rendu à moi, je m'en souviens encore. Fait que durant que je faisais un beau sourire à Suzanne, il a pris ça, puis ça va être ça la photo. C'est la photo que vous voyez là. Il n'a pas fait 3, il en a fait 1. Et j'ai été choisi. Mais, oui, effectivement, et je me suis rendu compte, quand les troubles neurologiques sont arrivés, j'ai fait le même exercice que tu viens de me faire à moi. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que tu étais allé trop loin? Oui. Sophie, je suis allé trop loin. Est-ce que j'ai eu trop de sympathie envers les autres? Oui. Est-ce que je me suis négligé? Oui. Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Oui, mais je ne savais pas comment faire. Donc, à un moment donné, quand j'étais pris dans ma solitude, c'est dur parce qu'on se connaît dans l'intimité, j'appelais personne, moi. Je refusais tous les rendez-vous possibles. J'étais 3 ans dans l'incertitude médicale. Vraiment longtemps. Fait que je refusais tout. Isolé. Isolé, oui. Parce que la solitude, c'est différent de l'isolement. Pardon, je vais dire ça. Mais l'isolement, c'est une obligation de le faire. Une solitude, tu peux choisir ta solitude. Moi, j'étais vraiment isolé. Je souffrais. Il y avait quelques intimes qui le savaient. Puis à un moment donné, on ne me croyait plus. Même dans mon intimité, on ne me croyait plus. Fait que, je parle pas de ma blonde puis mes amis proches. Mais il y avait des gens qui disaient, bon, il est hypochondriaque. Peut-être qu'il exagère. Il exagère. Bon, tout ça. Mais, pour revenir à ta question, quand j'ai posé cette question-là, elle m'est revenue durant mes symptômes. Et je me suis dit, peut-être que finalement, je ne me suis pas choisi. Et je me suis dit, tiens, et là, je me suis mis à écrire ça, en me disant, et si je donnais la chance à cet enfant-là, au petit José, de se choisir enfin, peut-être que je vais guérir à ce moment-là. Donc, ça veut dire que tu crois qu'en écrivant un livre, on peut se soigner d'une certaine façon? Tu crois ça? Je crois surtout que si tu te le nommes, t'es beau d'aller jusqu'à l'écriture, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne... Moi, il y a plein de gens qui me disent, j'aimerais ça écrire un livre. Moi, je dis, commence par déposer sur papier ce que tu veux t'en dire. Nommer la douleur. Nommer la douleur, puis après ça, tu feras le tri. Moi, je fais le tri, là. Quand j'ai écrit ça après, j'ai passé des semaines à y trouver un style, et des phrases qui sont courtes, punchées, on n'est pas dans l'armement. Je voulais qu'on soit dans la réflexion. Donc, mais souvent, on dit, est-ce que c'est un catharsis, tout ça? Moi, ça a été douloureux de faire ça. Mais je l'ai fait pour une raison. J'étais sûr de mourir. Pardon? J'étais sûr de mourir. À quel moment tu étais sûr de mourir? Qu'on ne savait pas ce que j'avais, j'arrêtais pas de sortir. Et j'allais à l'ambulance régulièrement à l'hôpital, je disais,
Véro, je suis pas fou. Je pense que je vais mourir. Ça n'a pas de bon sens. Tu disais ça à Véronique Béliveau, Véronique, ta blonde? une fois, oui, à Véronique Béliveau, ma blonde. Et puis, je me suis en ambulance. À un moment donné, ils m'ont emmené en ambulance parce que j'ai fait une péricardite. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je pense que ça va être ici que ça va se passer. J'étais sûr que j'allais mourir là. Fait que moi, je me suis empressé d'écrire ce que je voulais dire au monde, que je n'avais pas compris. Tu étais pressé avant de mourir. Donc, tu as écrit dans l'urgence. Dans l'urgence est terrible, durant la souffrance. Et je m'occupe aussi de Luc Langevin à travers ça. Mais j'avais besoin de dire, hey, si je m'en vais, si moi, j'ai pas compris, il faut que j'en donne un conseil ou deux à des gens qui comprennent. Je veux pas que ça arrive à d'autres. Tu vois? Donc, même quand tu es dans l'ambulance qui t'amène à l'hôpital et que tu penses que tu vas mourir, tu te dis quand même, il faut que ma souffrance serve à quelque chose. Donc, Totalement. même dans ces moments-là extrêmement difficiles où tu pourrais être recroquevillé sur toi-même, tu continues à penser aux autres. C'est la meilleure définition qu'on peut donner de qui est José Lito Michaud, non? Oui, c'est pas une belle définition. Je suis pas fier de ça, moi. Pourquoi tu n'es pas fier, José Parce Lito? qu'à un moment donné, si j'avais cette même bienveillance envers moi, si j'avais ça, là, de temps en temps, pour moi, ça ferait pas ça. Donc, je suis obligé, à la fin du livre, j'ai dit, faut que tu trouves des pistes de solutions pour toi-même. Il faut que ce livre-là te serve et serve aux autres, avec beaucoup d'humilité quand je dis ça, il soit utile. Ça, c'était bien, bien, bien important pour moi. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que l'adulte... C'est pour ça qu'il y a des réflexions qui viennent ponctuer le livre, c'est volontaire. C'est pour venir dire, voilà l'adulte, ce qu'il dit à l'enfant qui l'a vécu. Donc, oui, mais c'est ma nature de penser aux autres. C'est ma nature. J'ai des enfants, je ne fais que penser à eux. Véronique, je ne pense qu'à elle. Les amis qui sont près de moi, des fois, j'ai toujours, vous êtes chanceux d'être mes amis parce que j'aime beaucoup. Je sais que j'aime beaucoup. Je suis toujours là pour les gens. Et des fois, cet amour-là que tu as pour les gens, il y a des gens qui vont... Tu sais, je vais utiliser une expression anglaise, mais il y a des gens qui pensent que c'est fauné, que c'est pas pour de vrai. Ah ben, moi, ça, là, c'est... Ça doit te mettre hors de toi. Oui, mais à un moment donné, à 60 ans, c'est ça l'avantage d'avoir 60 ans. Moi, à l'époque où je faisais Devine qui vient ce soir dans les studios de TVA, on me disait, il est complaisant. Je vais t'expliquer c'est quoi de la complaisance. C'est pas ça. Et ça me blessait. Aujourd'hui, ils disent plus ça parce qu'ils m'ont vu réagir avec plus d'intensité parfois sur des choses. Ils voient que j'ai du caractère, une opinion. Je le dis quand ça marche pas. Tu me connais assez, ça va, je le dis quand ça marche pas. Quand ça marche, je le dis. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Mon devoir dans la vie, je te l'ai déjà dit, je peux me permettre de parler de toi. Moi, ce que tu fais à tous les jours, je serais pas capable de faire ça. La controverse. La controverse, je suis pas capable de faire ça. Puis on a déjà parlé de toi puis moi ensemble. C'est pas ma nature d'être ça. Je dis pas que ta nature est ça, mais toi, t'es mieux bâti que moi pour le faire. Après ça, on pourrait se dire, dans l'intimité, est-ce que tu es si bâti que ça pour l'avoir toujours dans le visage? Ça, c'est une autre entrevue. Une autre fois, tu m'intervieweras, mais là, c'est toi. Mais je te dirais, moi, je me suis posé beaucoup de questions, parce qu'on se parle beaucoup, toi et moi, Richard aussi, Martineau, puis beaucoup les gens qui font de l'opinion, puis ça, moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, moi, j'ai choisi, dans la vie, volontairement, de comprendre davantage l'être humain, parce que dans tout être humain, malgré ses mauvais... Même mon père, qui était terrible, j'essaie de le comprendre. J'essaie de comprendre ce qui amène un être humain à poser ces gestes-là. OK. Je suis très contente que tu m'ouvres cette porte-là parce qu'évidemment, dans ton livre, tu parles de ton père adoptif. C'est important de faire la nuance. Ton père adoptif, dès que tu le vois apparaître, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme-là. Tu sens une hargne, tu sens une méchanceté. Et cette méchanceté-là, très rapidement, va se transformer en de la violence envers ta mère adoptive. C'est un livre qui parle beaucoup de violence conjugale. Est-ce que ta mère aurait pu y passer? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ça aurait pu aller jusqu'à ce que ton père tue ta mère? Est-ce que ça aurait pu aller jusque-là? Oui, il y a un épisode dans le livre où je pense que j'ai évité un féminicide. Parce que ma mère, en dernier, ça a duré très longtemps. En dernier, ma mère, elle se fait beaucoup sur mon intuition. Oui. Fait qu'elle disait, par exemple, qu'est-ce que tu penses qui va se passer ce soir, mon fils? Parce que j'étais tellement hyper vigilant. C'est de ça qu'on parle. Ils ne parlent pas c'est ça, l'hypersensibilité qui faisait que dès que j'entendais le bruit des pneus, dès que j'entendais comment il fermait sa porte de voiture, je savais exactement quel genre de crise il aurait ce soir. Tu savais le lire. Ah, c'est ça qui l'a peut-être dérangé au départ. À 5 ans, j'allais avoir 5 ans, au moment de la photo, donc 3 jours après, il vient me chercher, et je dis, j'ai peur de vous, monsieur. Et je le savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet homme-là. Je le savais dans le regard. Je savais que la décision de me choisir venait de ma mère. J'avais tout compris. Moi, j'avais une lucidité, ce que j'ai toujours encore, une immense lucidité de la vie. Et je savais que ça irait pas bien avec lui, je le savais. Mais j'espérais me tromper.
quand tu arrives dans cette famille-là, tu vois donc des gestes de violence? Pas tout de suite. Oui. Ça a pris 1 an et demi de mémoire avant que je voie quelque chose de terrible, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose sous-jacent. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit dans la vie, et tantôt tu parlais de mon métier d'intervieweur, moi je lis toujours entre les lignes. Je pense qu'une des qualités que tu as aussi, c'est de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas écrit. Ce qui m'intéresse, c'est le non-dit. Ce qui m'intéresse, c'est ça dans la vie. Donc, moi, je savais lire cet homme-là. Il savait que je le lisais. Donc, lui, ce qu'il a voulu faire dès le départ, c'est de tuer, pas avec ses poings, mais avec sa colère, cette espèce de regard lucide que j'avais sur la vie. Donc, rapidement, j'ai compris, jusqu'à temps que ma mère me dise quelque part un jour qu'elle ne peut plus me dire « je t'aime » devant lui. C'est épouvantable. Ce passage-là dans le livre est très difficile à lire. Ta mère vient te voir puis dit « ben, il m'interdit de te dire « je t'aime ». Quand on est petit, on reçoit ça comment? Mais d'abord, on commence à comprendre qu'on n'était pas fou, qu'on avait vu ce qu'il fallait. Fait que si on voit ce qu'il faut qu'on voit, c'est-à-dire un être qui va être violent, un être qui ne sera pas aimant comme il veut à cause de l'alcool, puis à cause de bien d'autres choses. Aussi, il y a une vie qui... Tu sais, je ne le condamne pas, moi, cet homme-là. Il y a une vie avant la mienne. Et je me suis dit, OK, ça va être ça ta vie. Tu vas rester lucide. Fait que moi, pendant tous les jours, je me suis mis à calculer les jours sur le calendrier, à biffer les jours à chaque fois qu'ils passaient. Jusqu'à temps que tu aies 18 ans. Jusqu'à temps que j'ai 18 ans, puis je décarpais à cet endroit-là. Mais c'était surtout, oui, quand tu parlais tantôt, moi, je pense que j'ai évité beaucoup de féminicides. On disait pas le mot féminicide à l'époque. Non. Ça, c'est tout nouveau, ce Tu as mot-là. sauvé la vie de ta mère. À plusieurs reprises. Bon, je vais te poser une question. Tu parles dans le livre beaucoup de violence physique, de violence psychologique envers ta mère. Tu parles de violence conjugale, mais j'ai l'impression que tu évites un sujet. C'est que dans le fond, tu es un enfant battu. Oui, mais on ne m'a pas touché, moi. Oui, mais on n'a pas besoin de te frapper avec des poings. Non. José Lito, je te regarde dans les yeux, là. Je pense que tu es un enfant battu. Quelqu'un qui a vécu cette violence verbale, ce climat de violence à la maison. Oui. Tu as été une victime de ça, mais je sais que tu n'aimes pas le mot victime. J'étais certainement témoin d'une violence tellement difficile à supporter que quelque part, oui, effectivement, c'est parce que, encore une fois, ma sympathie. Moi, ma mère, c'est moi qui la ramassais après les violences de mon père. C'est moi qui la ramassais par terre. Et c'est moi. Et ça lui faisait plaisir à mon père, ça, de voir que c'est moi, tout petit, qui ramassais ma mère. Et puis, il y avait quand même une volonté chez lui de me faire du mal. Mais c'est un sadique? Un psychopathe? Non, pas psychopathe, pas sadique. Un être blessé. Oui. Mais ça, j'ai de la difficulté avec ça, sais, José Lito. Je sais. Tu sais où je m'en vais? Oui, très bien, vas-y. C'est que t'es trop gentil avec ton père. Non. Je vais te dire... Comment tu peux comprendre... Comment tu peux comprendre quelqu'un qui bat une femme? OK. Non. Là, c'est sûr que cette phrase-là, dire demain, non, attends, elle peut pas rentrer chez moi. Pas comprendre qu'il l'ait battu. Non. Comment tu peux lui trouver un passé qui expliquerait ça? OK. Je vais te dire dans le blanc des yeux. Oui. Je vais te dire une chose. C'est ça où je le tue. Ah ouais? Fait que j'ai été obligé toute mon enfance, pour éviter de le tuer, d'essayer de comprendre qui il était. Fait que moi, jamais j'excuserai quelqu'un qui frappe une femme. Peu importe tes raisons, tu n'as aucune raison de le faire. J'ai écrit ce livre-là au nom de ma mère, qui n'avait pas de parole. Ma mère s'est tue toute sa vie. Elle est devenue comme ça. Elle n'ouvrait plus les bras. Elle souffrait. Puis après ça, ma soeur s'est enlevée la vie, puis ma mère est morte après. Il y a un moment donné où je me suis dit, si je suis pour mourir de tous ces mots-là, les mots M-A-U-X, mais les mots M-O-T-S que je n'ai jamais nommés, je vais le dire une fois. Et c'est inexcusable de frapper une femme, comme frapper un enfant, comme crier après quelqu'un, inexcusable. Ça ne se fait pas. Pour être capable de survivre à cette colère-là, il faut que tu sentes de trouver pas un sens, une explication. Pas un sens. L'as-tu trouvé, l'explication? C'est un homme qui était... Il y avait une frustration chez lui très, très grande. C'est un homme qui n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait faire. C'est un homme qui était... Mais tout ce que je te dis là, je veux dire, je peux t'en parler violemment dans 30 secondes, si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est un être qui était... moi, je dirais pas psychopathe. C'est un être qui aimait voir dans l'autre que la peur existait.
C'est épouvantable. C'est épouvantable. Son bonheur avec moi, c'était de voir ça. Et même quand il a cessé de boire, j'avais 18-19 ans à ce moment-là, j'ai toujours eu peur de lui. J'ai jamais été capable d'être un maître de lui, plus près d'un maître de lui. J'ai toujours... mais ce qui était dur, c'est de faire semblant qu'il n'avait rien fait. Ça, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile de côtoyer cet homme-là, de chercher son amour encore, alors qu'il m'a détruit, en tout cas, certainement le socle le plus important qui s'appelle l'enfance. Est-ce que tu comprends et que tu trouves une explication au fait que des femmes qui, en ce moment, nous écoutent peut-être, qui ont un conjoint violent et qui ne trouvent pas la possibilité de partir, est-ce que tu le comprends aujourd'hui? Ce que je comprends, c'est qu'il y a un moment donné, ma mère... Moi, les femmes qui nous regardent actuellement, je leur dirais, ça doit être là ma caméra, c'est celle-là? Ta caméra est celle-là. Moi, je vous dis, les femmes, il y a une chose qui est très importante, c'est le premier geste qui compte. La première fois que la personne lève la main sur vous, c'est ça l'engrenage. Ma mère me dit, si j'avais cessé au moment, si j'avais dit non, c'est pas possible. Donc, des fois, c'est difficile. Ce que je vous demande là, c'est extrêmement difficile. Mais il y a une fois, quand quelqu'un dit une fois n'est pas coutume, une fois est coutume. Très bonne phrase, okay? Ça, José Lito. Et Oprah disait toujours, ce qui te montre en premier, crois-le. Ce que quelqu'un te montre en premier, crois-le. Ma mère, elle avait le portrait de l'homme devant lui. Mais elle s'est dit incapable. Elle s'est dit, puis à l'époque, là, on parle de 50 ans. La religion aussi, José Lito. Écoute, on marie, moi, elle me disait toujours, je l'ai marié pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est une phrase à me dire ça à moi aujourd'hui? C'est on ça, parce n'était pas que entendus, nous, là-dedans. Tu racontes ça, que ta mère, elle se disait, ben, la religion, l'institution de l'Église me dit qu'une femme, ça reste avec son mari. Puis à un moment donné, tu as une discussion avec Jeannette Bertrand qui est athée. Puis toi, tu lui dis, mais moi, je continue à croire. Je continue à être croyant. Comment tu réconcilies ça? La religion qui a quand même été un joug pour les femmes au Québec, qui a été un joug manifestement pour ta mère. Puis toi, tu continues à être croyant. Comment tu réconcilies tout ça? C'est une très bonne question. D'abord, parce que comme tu me parles de mon amie Jeannette Bertrand, que j'aime d'amour, Jeannette... moi, j'ai compris pourquoi elle était athée. Parce qu'il y a un moment donné où parce qu'elle était tellement déçue que tu dis, j'aime mieux croire en rien pour éviter la déception. C'est aussi une façon de Jeannette, je pense que je dévoile rien en disant ça, que Jeannette, c'est sa façon de profiter de la vie en disant, il n'y en aura pas d'autre. Parce que soudainement, quand tu te mets à croire à des vies antérieures et les vies futures, bien, tu te dis, je vais faire attention. Elle a fait comme ça arrêtait tantôt, là. Oui. Okay, et pourquoi tu ne vis pas comme ça, toi? Parce que moi, il y a un petit bout de croyance. Moi, je crois beaucoup aux êtres qui sont disparus. Je crois beaucoup aux êtres qui nous apportent quelque chose. Je crois beaucoup à ça. Des fois, j'ai des signes, là, attention, là, pas ésotérique, mais j'ai des signes. Des fois, la détresse, des fois, je dis, y a-tu quelqu'un qui est là, qui m'entend? Puis des fois, il y a juste des petits signes qui débattent, mais qui arrivent dans ma vie. Mais je te dirais que ma mère est comme bien des femmes de cette époque-là. Ça se taisait. Deuxièmement, le vrai drame aujourd'hui, parce que les féminicides, c'est une des raisons qui m'a poussé beaucoup à écrire ce livre-là, pour que les femmes qui sont à la maison, et même des hommes qui sont battus, attention, absolument, très important de le mentionner, les statistiques sont trompeuses parfois, il y a beaucoup d'hommes aussi. Et les enfants, tout ça. Moi, je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui sait dans l'entourage, mais qui malheureusement ne le dit pas. C'est très intéressant parce que je pense que le mot MOT qui est revenu le plus souvent depuis le début, c'est silence, se taire, l'importance de nommer les choses. Alors, on va prendre une petite pause, José Lito, puis quand on va revenir, on va continuer à mettre des mots sur la douleur, mettre des mots sur la vérité. C'est important de trouver le bon mot pour parler des choses quand on se parle dans le blanc des yeux. Merci, très beau lien. José Lito, juste avant qu'on s'en aille à la pause, on parlait de l'importance de nommer les choses. Dans ce livre-là, tu nommes le jour où ta sœur s'est enlevée la vie et l'incompréhension que tu avais de ne pas savoir pourquoi elle avait fait ce geste-là. Depuis que le livre est imprimé, est-ce que tu continues à penser à ça, à te poser des questions là-dessus? Je pense que la plus grande question que je me suis posée, c'est comment fait-il que toi, à être sensible, qui sent tout, t'as pas senti quelque chose? Est-ce que c'est de la culpabilité? C'était ça longtemps.
Puis finalement, il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir parce que j'ai eu une discussion d'1 heure et demie la veille avec elle. Il n'y avait rien qui laissait présager ça du tout, du tout. J'ai beaucoup pensé, moi, je pense toujours à son mari Nelson, qui était longtemps, qui était là toute sa vie avec elle. Je pense à son fils, Joey, c'est des gens très près de moi que j'aime beaucoup. Et c'est terrible ce qui se passe après. C'est terrible parce que tout le monde se pose des questions. C'est pas juste moi. Il y a tellement de gens qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux pour me raconter. Le suicide, moi qui ai parlé beaucoup de deuil dans la vie, c'est un des deuils les plus difficiles à faire parce qu'il est double. Un, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé avant de faire le deuil. Il y a comme une étape. OK? Un deuil de quelqu'un qui, mettons, qui est dans la maladie, tu l'as vu venir, bon, qui a un accident de voiture, non plus encore une incompréhension, mais quelqu'un qui choisit de le faire, ça lui ressemblait pas, c'était pas elle. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Mais je peux comprendre une certaine chose, c'est que peut-être que des fois, c'est la seule alternative que tu vois. Peut-être. En même temps, elle me manque à tous les jours. C'est terrible. Et entre autres, cette journée était terrible parce que j'ai parlé la veille, puis tout ça. Puis après ça, j'ai dû aller te voir samedi à Matane, puis, parce qu'il y avait une Matane comme moi. Puis j'allais, à un moment donné, je dis, oh, Lynn, je ne pourrais pas arriver samedi, je vais arriver dimanche parce que c'est les funérailles samedi matin de Claude Lévy, mon ami. J'étais très, très près de Claude. Puis ça, c'est un bel exemple. Claude est mort dans beaucoup de solitude. Pas de l'isolement, de la solitude. Beaucoup. Tu savais aussi, c'est un homme qui était très seul. Il y a eu deux AVC. Je suis allé, moi, le voir beaucoup. Je faisais ses frites. Il adorait que je lui fasse des frites. Fait que je faisais des frites. Puis j'aimais beaucoup cet homme-là. Et ironiquement, la vie, je suis au funérailles de ma sœur à 10 h le matin. J'ai Guy Latraverse, son producteur, qui m'appelle puis dit, présentement, c'est la cérémonie de Claude Léveillé. Imagines-tu, j'enterre... Les deux destins se sont croisés. Et c'est fou, Claude ça. Léveillé était le chanteur favori de ma sœur. Et il a chanté... Il a chanté à ton mon mariage. mariage. Donc, tu comprends que c'était tellement étrange. Moi, j'étais dans une intimité terrible au salon, pour son funéraire. Ça n'a pas été là longtemps, mais ça a été à l'enterrement de l'urne. Puis, on est 20, 30, je ne sais pas combien, puis lui a rempli une église au grand complet. Puis moi, je suis comme dans... Puis Guy Latraverse, grand producteur qui est décédé, il m'appelait puis on pleurait tous les deux. Fait que moi, je pleurais la mort de Claude et je ne pleurais pas la mort de ma sœur parce que je devais rester fort. Fait que je me retournais, je pleurais Claude, puis j'arrivais, puis j'étais solide pour encourager ma mère, les autres qui étaient autour. Je me souviens de ce moment-là qui restera toujours marqué à vie dans mon cœur et dans ma tête. Tu nous as parlé tout à l'heure de ce climat de violence intrafamiliale qu'il y avait dans ta famille adoptive. Est-ce que ça peut expliquer? Est-ce que c'est possible que ta sœur, elle ait trouvé ça trop lourd à porter, qu'elle n'ait pas réussi, elle, à mettre des mots sur cette douleur-là? Moi, c'est un sujet tabou, hein? On ne parlait pas de ce qui se passait chez nous. Fait que je ne sais pas. Je n'ai aucune raison pour expliquer le départ de ma sœur, son choix de quitter avant l'heure. Je ne pourrais jamais l'expliquer. Ce que je sais, je peux pas parce qu'on n'a jamais parlé, on a rarement parlé de ce qui se passait chez nous parce qu'elle est partie plus tôt que moi. Fait que je ne sais pas. Non, j'ai aucune explication. J'ai aucune explication pour ma sœur. Aucune. Aucune. C'est juste que ceux qui restent, Nelson, son mari, Joey et moi, et les membres de la famille, on est extrêmement troublés. Parce que c'est ceux qui restent. Ma mère est morte 2 ans après. Elle est morte d'une grande... De chagrin? Ah, de chagrin. Je me souviendrai toujours quand elle m'a appelé le soir pour me dire, je dis, c'était incroyable. Ma mère, que j'ai jamais vu pleurer de ma vie, j'étais sûr qu'elle allait s'inonder. J'étais sûr qu'elle allait mourir de ça. Là. Puis elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Toi qui fais des entrevues sur le deuil, est-ce qu'on guérit un jour, Josée? Est-ce qu'on guérit? Dis-moi si je vais guérir. Je disais, non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le temps... Oui, mais je pense que ça va m'inonder, cette douleur que j'ai. Je me souviens des mots qu'elle me disait. Puis c'est la fois où on était très, très proches à ce moment-là aussi, parce qu'elle l'a dit sans que mon père soit témoin. C'était plus facile pour elle. Puis... mais j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose. Mais je veux juste dire aux gens qui nous regardent que le livre ne parle pas que de ça. Hein. C'est bien important. Bien sûr. Le livre parle de ça, surtout pour expliquer qu'on a un devoir face à soi. C'est de ne jamais rester dans ce qui nous a blessés totalement. Oui, il y a une phrase à un moment donné sur les blessures de l'enfance. Oui.
Oui, parce que c'est mon ami Luc Langevin qui me disait l'autre jour, il dit, c'est drôle, il a lu le livre, il disait, c'est comme quand on dit, on fait du ciment, puis il dit, hop, on marche sur le ciment. Puis il dit, il n'est pas encore tout à fait séché, puis il dit, les empreintes vont rester là à vie. Mais il dit, c'est ça pour moi, l'enfance, quand je lis ton livre. Et je trouvais ça beau, ce que Luc a dit. C'est une très belle image. C'est une belle image. Et moi, j'ai encore du ciment avec des traces de quelque chose, mais ma fondation n'est pas déstabilisée pour autant. Mais ton livre, tu l'as écrit aussi parce que tu veux aider les gens à avoir des leçons de vie. Ça prend de la maturité pour arriver à ça. Oui, mais moi, tu le dis, là, puis pour moi, ça a l'air prétentieux. Fait, tu vois comment je suis faite dans la vie, là? Tu me dis ça, puis là, je dis, c'est ça que j'ai vraiment voulu faire? Parce qu'encore une fois, je diminue. Donc, alors, pour résumer, oui. tu n'es pas capable de prendre de l'amour. Ça te gêne. De mieux en mieux. Oui. De plus en plus. Les compliments, tu as de la difficulté avec ça. Ça, c'est terrible. L'admiration que les gens peuvent avoir pour toi, ça aussi, j'imagine que tu n'acceptes pas ça facilement. J'ai plus tendance à accepter le mépris, oui. Tu as plus tendance à accepter le mépris. Le mépris, t'as rendu compte de la force de ce que tu viens de me dire? Totalement. Je sais très bien ce que je dis, dans le sens où c'est tellement clair, le mépris. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, je suis chanceux dans la vie. Je suis chanceux. Le monde... touche du bois. Touche du bois, ça presse. J'en ai pas beaucoup de ça, mais je suis tellement méprisant envers moi. Ah, ça me fait de la peine d'entendre d'entendre ça. Je vais te conter une chose que j'ai jamais dite publiquement, comme tout ce que je viens de dire à peu près. Quand mon père est mort en novembre 2022, moi, je me suis dit, bon, c'est là que j'ai dévoilé que c'était lui, le monsieur surprenant dans Olivier. Parce que là, les gens disaient, pauvre, votre père est décédé. Je disais, non, on ne jouera pas à ça ici. Moi, là, je n'aurais pas poussé. Je n'aurais pas poussé le mensonge. Il faut qu'il cesse à un moment donné. Et puis, j'appelle ma thérapeute. Je dis, ma thérapeute, comment je vais faire? On dirait que c'est pas parti de moi encore. J'ai eu peur jusqu'à sa mort, qui me tue. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai dit, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Elle a dit, maintenant que ton bourreau est parti, tu vas chercher autour de toi un autre bourreau. Ah! Et le danger, c'est que tu prennes celui qui est le plus près de toi, toi. Et là, ma santé a périclité. Novembre 2022. Tu es capable de donner une date. Totalement. Parce que tu t'es rendu compte à quel point tu étais dur envers toi-même. Et là, je me suis dit... Donc, tout ce que tu as vécu les dernières années trouve une explication là-dedans. Il y avait une logique, il y avait un sens. Il y avait, OK, c'est ça. C'est ça. Parce que lui, il n'est plus là pour te faire peur. Il faut que tu te fasses peur, toi. OK, parfait. Mais c'est ça, des traumatisés. C'est ça, des traumatisés. Mais je rassure les gens, je suis quelqu'un de joyeux dans la vie. Je suis quelqu'un qui a du plaisir. Je suis quelqu'un qui boit à l'occasion. Je suis quelqu'un qui est toujours en train... Là, on parle de ça, mais dans le livre, je parle aussi des moments joyeux de ma vie, parce qu'il y en a eu des moments joyeux. Mais bien sûr. Il y a eu Jeannette Bertrand. Mais c'est intéressant parce que tu sens toujours le besoin de rassurer les gens. Mais tu sais, les gens, ils t'aiment puis ils savent, José Lito, t'as pas besoin de les rassurer. De faire pitié. La dernière affaire que je veux, c'est qu'on me dise, on me le dit, là, parce que les gens qui les lisent, c'est incroyable ce que tu as vécu, mais ils se dépêchent à dire après, mais quelle force tu as, mettons. OK? Ouais. Je pense que je ne serais jamais l'être humain que je suis si j'avais connu cette violence-là. Je suis sur le bord de dire merci à mon père. Ouf. OK. Les bouddhistes disent il faut embrasser la douleur pour y trouver un sens. Oui, tu peux embrasser la douleur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu embrasses celui qui cause la douleur. Tu as raison. Mais je dis, moi, je vais la dire autrement. Oui. Inexcusable ce qui nous a fait subir. C'est la torture mentale. Il y en a plein de gens qui nous regardent et qui font ça avec leur épouse, leur enfant. Cessez de faire ça. Les hommes, allez vous faire soigner. Vous avez besoin d'aide. Aujourd'hui, là, moi, écoute, je suis féministe, as-tu une idée? Ben oui. Mais je suis aussi... Ben oui, j'ai un côté fille chez moi. Mais il y a un côté masculin qui dit, messieurs, allez vous faire soigner. Dites qu'ils n'allez pas bien. Criez à l'aide. Au lieu de frapper sur les autres, criez-le, dites-le. Que des fois, vous sentez que votre masculinité a été bousculée. Dites-le, mais sans frapper. Donc, je dis tout simplement, parce que c'est ça que je veux dire au monde. Je dis juste que je pense que si j'avais été un enfant adoré, choyé, aimé, ma mère m'aimait beaucoup, cependant. Elle ne me le disait pas beaucoup, mais elle m'aimait trop. Elle te le montrait. Elle le montrait. Mais si j'avais été aimé, louangé, supporté, tout ça, je ne sais pas quel individu j'aurais été. Mais en même temps, je trouve ça très important ce que tu dis quand tu t'adresses aux hommes.
je pense que tu devrais aussi envoyer le message aux femmes. Je t'explique Oui, pourquoi. vas-y. Le Québec au complet a été bouleversé par l'histoire de la fillette de Granby. Ah, ça n'a aucun sens. Son père l'a maltraitée, mais sa belle-mère l'a maltraitée aussi. Quand le rapport du coroner est sorti, t'as dû, toi qui es si attentif à ce que vivent les enfants, ça a dû te chavirer, l'histoire de la fillette de Granby. Ah, mais tout me chavire. Tout Oui, me chavire, tout qui me est lié- chavire. tout ce qui est lié à l'enfance. Donc, donne un exemple. À Noël, je suis allé faire le tour des centres jeunesse, 5 centres jeunesse avec Luc Langevin. On est allé dire sans aucune publicité, sans rien. Et j'allais voir les jeunes. S'ils étaient dans le centre jeunesse pendant le temps des fêtes, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne voulaient pas d'eux. C'est important, ça. Ça veut dire que la famille, parce que moi, il y a une affaire qui est très Ça veut importante. dire que quand ils ont dit « Madame, est-ce que je vais être choisie? » Ils n'ont pas été choisis. Exactement. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu des bancs vides. Tu me donnes des frissons. Mais je suis allé, je te jure, puis j'ai fait ça volontairement parce que j'étais en train d'écrire mon livre à ce moment-là. Et j'étais allé dans les centres jeunesse. J'étais tellement en colère. Moi, j'ai rien contre les centres jeunesse. C'est pas là qu'il y a un problème. La journée où, comme société, on va s'occuper de nos enfants, comme on va s'occuper de nos aînés. Ben, Ça on se peut. s'occupe pas si bien que ça de nos aînés. Oui, mais je veux dire, j'allais dire, il va le faire aussi. Il va falloir il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre société. Et je ne critique pas le gouvernement, il est suffisamment critiqué actuellement. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais dans les priorités, là, c'est pas de perdre des milliards partout, là. Puis se tromper dans les chiffres, puis pas regarder les affaires. C'est de dire où je peux mettre de l'argent pour aider du monde. Les centres jeunesse, payer le monde convenablement. Allez voir les besoins de ces gens-là. Allez les voir ce qu'ils vivent. Les agressions verbales qu'ils reçoivent à tous les jours. Je les vus, je les fais, là. Je suis allé 5 jours, moi, consécutifs voir les jeunes, là. Allez voir les gens qui lèvent les patients des CHSLD et compagnie, puis qui travaillent comme des fous pour aider le monde. Ça, pour moi, c'est la priorité du jour. La priorité du jour, là, c'est que les enfants, ils deviennent poqués parce qu'il y a un bout qu'on a manqué. Puis les vieillards viennent dans une solitude terrible parce qu'on est pris dans cette volonté de la compétition, on veut gagner notre vie, on veut avoir tout. À un moment donné, il faut prendre soin du monde. Puis il faut prendre soin de nous pour être capable d'aider les autres. Tu as tellement raison, José Lito. J'aime ça te voir fâché. C'est un je suis José fâché. Lito que j'aime. On va Ouais. prendre une petite pause. Garde ça, cette Ouais, y a pas de colère-là. problème, je l'ai souvent en moi. J'aime ça, mais c'est important de la laisser sortir de Merci. temps en temps. T'as Merci. raison. On prend une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Regarde. José Lito, tu viens de me montrer ta main. Mais Il se regarde. passe quelque chose avec Ouais, ta main? regarde, ça va figer complètement. Elle est en train de figer Ouais, complètement en je peux ce pas bouger. moment? Je peux pas bouger. Et tu as un degré de douleur en ce moment entre 0 et 10. 12 sur 10? 12 sur 10. Oui. Puis tu arrives quand même à continuer à me parler Ouais, puis regarde à ce que je donner vais une faire. entrevue. Je n'accorderai pas d'importance. Regarde, là, mais... Ça ressemble beaucoup quand même à la maladie de l'homme raide de Céline Dion. Oui, mais c'est-à-dire... c'est drôle que tu dises ça. Quand j'ai vu le documentaire, il faut que je focus autrement. Oui. Quand j'ai vu le documentaire de Céline, j'ai tellement été saisi, je venais d'avoir le même genre de crise 3 jours avant. Alors, quand on voit Céline qui est sur le sol, qui est vraiment crispée de douleur, qui est comme révulsée à l'intérieur, toi, tu fais des crises comme ça? Est-ce que tu as parlé à Céline? Est-ce que tu as appelé Encore? Céline? Non, mais je sais qu'elle a lu des choses de moi, puis oui, elle a lu des choses par sa famille, parce que je connais beaucoup de gens de sa Bien famille, sûr. puis j'espère une rencontre, parce que je la comprends. Elle, c'est l'homme raide, mais il y a aussi ça, les troubles neurologiques qui sont là. Oui, écoute, j'ai vu la scène, je me souviens, Luc Langevin était à côté de moi, il ne savait pas ce que je vivais. Véronique, on venait de vivre cette crise-là, on était dans la salle de spectacle, de visionnement, puis j'étais comme, mais c'est quoi? C'est ça que j'ai vu. Et j'ai dit au médecin, maintenant, c'est ça que vous devez regarder. Qu'est-ce que tu dirais à Céline si tu l'avais devant toi? Ce que je t'ai déjà dit à la radio à l'époque. Je t'ai dit, tu m'avais posé ce genre de questions, j'avais juste dit, c'est pas nécessaire que tu reviennes. C'est pas nécessaire que tu reviennes. C'est pas nécessaire parce que tout ce que tu nous as montré était déjà au summum de ce que tu peux donner, que n'importe quel individu pouvait donner. Mais en Ce même n'est pas temps, c'est quelque nécessaire. chose qu'on pourrait dire, José Lito, c'est-à-dire que on pourrait te dire, arrête d'écrire des livres, arrête de travailler Je vais avec aller Luge mourir chez moi. Langevin. Oh non, je suis trop heureux. Il y a des choses que j'aime faire. C'est sûr que je regarde ma vie différemment. Non, attends un peu, j'ai quand même réduit de beaucoup ma vie. Oui. J'avais 29 projets de télé que j'ai créés.
dont 16 séries. Parce que moi, j'écris beaucoup de synopsis et tout ça. Je suis en train de tout vendre ça, là. Je fais plus ça, là. Je vais garder que je garde Luc, je garde mon livre, je vais écrire un livre aux 2 ans, là. Je vais en signer un autre encore avec Libre Expression, je donne une primeur. Donc, je vais faire ça parce que je sais comment le faire. Non, je veux plus aller... j'ai plus besoin de briller. Là, je vais faire un balado, mais je le fais. Ça va prendre 2 jours à enregistrer pour le mois et demi. J'ai tout organisé mes horaires. T'as plus besoin d'être dans la lumière comme avant. J'ai jamais eu besoin d'être dans la lumière. Je n'ai jamais eu besoin. Moi, je l'ai fait pour ma mère. Quand ma mère est morte en 2013, j'ai dit, mais voyons donc, ça tombait au même moment où je quittais le train. C'est fou, hein? C'est moi qui ai quitté le train. J'aurais pu continuer pendant des années. Mais je voulais plus faire ça. Mais j'aimais ça. Puis ça tombait le même moment où j'ai dit, je ne reviens plus. Est arrivé l'accident de Mégantic, le drame de Mégantic, sur la même voie ferrée que moi, j'occupais avec mon train. C'est vrai. Il passait sur Magog, Sherbrooke, puis ça allait au lac Mégantic. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'allais t'amener sur un autre événement qui a marqué le Québec. La semaine dernière, on soulignait l'attentat du Métropolis, donc un attentat contre Pauline Marois. Toi, tu étais là ce soir-là au Métropolis. La semaine dernière, le 4 septembre, je me disais, ben, ça va faire la une des journaux, aux émissions d'information, on va en parler. Comment t'expliques ça que toi, tu étais là ce soir-là, tu étais à l'endroit, tu aurais pu te faire tirer ce soir-là? Je me suis fait changer d'endroit. L'endroit où Richard Bain, je ne vais pas le nommer, l'endroit où le tireur fou est arrivé. Arrêtons de nommer le nom des gens qui font des drames collectifs ou n'importe quel drame. Je vois ça souvent. Marc a fait ça à Polytechnique. Le tireur fou a fait ça à la Polytechnique. T'as raison. Il faut arrêter de les nommer. Cet homme-là, quand il est arrivé, j'étais au même endroit où malheureusement Dave Blanchette était. Où Dave Courage a perdu sa vie. Il n'est pas mort, mais il est mort en dedans, Dave Courage, parce qu'il est blessé à vie. Lui avait une intention très claire. C'était de prendre le Métropolis et c'est fait, bon, tu vois, je ne sais pas pourquoi je dis ça, prendre le Métropolis et faire en sorte qu'il y ait une panique et qu'on ne puisse pas sortir et qu'il puisse nous tirer dessus. Mais comment t'expliques que ce drame collectif-là, on l'a comme balayé sous le tapis? Puis la semaine dernière, moi, ça m'a frappé. J'ai pensé à toi. J'étais en train de lire ton livre. Tu parlais du choc que ça t'a causé. Tu dis dans le livre que tu as eu besoin d'aide psychologique après le Métropolis. J'ai appelé Roméo Dallaire parce qu'il y avait déjà eu des grands drames. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec lui. Il m'a dit, regarde les nouvelles et regarde ce que tu as évité. Une façon de te soigner. Voilà, pour être capable de guérir de ça. Moi, je pense que Mme Marois l'a dit. Elle aurait dû peut-être dire un jour, c'est un attentat. Ça a mis beaucoup de temps, Mme Marois, qui est une femme que j'adore. Je parle d'elle dans le livre, que j'aime énormément. Quelle femme. Et qui, peut-être, elle-même n'a pas reconnu l'attentat. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'elle reconnaisse que c'est un attentat. Comme bonne mère de famille, elle a voulu calmer le jeu. Elle l'a dit elle-même, elle l'a dit avec moi, à moi dans une entrevue. Donc, peut-être que dans l'imaginaire, peut-être qu'on pense que c'est un événement isolé, mais c'est vrai que c'est un drame épouvantable. Mais c'est un homme qui cause la violence à une femme, comme ce que tu as vécu dans ton enfance. Écoute, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs terribles. Terrible, parce que ça, c'était, dans le livre, j'appelle ça soir de fête. Ça devait être un soir de célébration. Mme Marois, elle le dit elle-même, elle a beaucoup travaillé pour un jour, peut-être qu'une femme puisse briguer à ce poste aussi important. Et on gâchait sa fête. Combien de fois mon père me gâchait Noël, moi? Combien de fois mon père a gâché une journée d'anniversaire? On ne célébrait plus mon anniversaire à la maison par peur qu'il gâche. Donc, c'est pas la même chose. Mais il y avait certainement un parallèle à établir entre les gens qui gâchent, les gens volontairement. Il y avait une volonté chez cet homme, ce tireur fou-là, de briser cette célébration qu'il y avait là. Et là, il n'y a pas d'allégeance politique. Là, on parle d'un événement. C'est comme ça. J'ai trouvé ça très dur pour Mme Marois. Mais je pense que dans ton livre et dans ta vie, tu parles beaucoup de l'importance de nommer les choses. Mais c'est un problème collectif aussi. Si on n'est pas capable de nommer une violence politique, ben, il n'y a personne qui gagne à être dans le déni, autrement dit. En même temps, la nouvelle va tellement vite, tu le sais. La nouvelle va tellement vite que l'autre chasse l'autre. On n'a plus le temps de s'arrêter totalement sur les événements. Je veux dire, si ça donne que le gouvernement a dépassé largement en mettant de l'argent de trop, ça se peut que ça prenne 8 jours. Ça. Si en plus, il y a un remaniement ministériel en haut de 4 jours, et si pendant ce temps-là, on dégomme quelqu'un de son ministère, puis on en met une autre à l'autre place, ça se peut que tout ça, ça prenne de la place dans l'actualité.
Bref, il y a une sélection à faire, tout ça. Moi, je critique pas ça, mais au contraire, chacun fait ce qu'il a à faire. Puis surtout, qu'on a besoin de savoir ce qui se passe en politique. Mais moi, je dirais à tous les politiciens qui nous regardent, revenez faire votre travail, c'est-à-dire travailler pour le peuple. Et le peuple, c'est nous. Travailler pour le peuple. Un petit peu moins de Nordvolt, puis un petit peu plus d'argent dépensé sur les gens. Peu importe le gouvernement. Ouais. Peu importe le gouvernement. Je ne critiquerai pas Legault ici, je ne critiquerai pas d'autres personnes. Je vais juste dire, faites attention à ce pouvoir qui vous est confié temporairement. Je veux qu'on revienne à ton livre. Madame, est-ce que je vais être choisie? Est-ce que en l'écrivant, tu as eu peur de certaines réactions ou peur de dire des choses qui auraient dû rester T-U-E-S? Je dirais que c'est étrange. Je voulais que mon père, ça s'appelle un conflit de loyauté. C'est le même principe que le syndrome de Stockholm. On veut être aimé de son bourreau. Moi, je disais, j'espère que je ne suis pas trop dur avec toi. Tu parlais à ton père en écrivant le livre? J'espère que je ne suis pas trop dur avec toi. Ça s'appelle un conflit de loyauté. Tu ne sais plus où tu dois être, de quel bord tu dois être. Puis j'ai coupé tellement de mots. Mais parce que tu étais trop dur avec ton père? Parce que je voulais qu'on avait compris. Il y a quelque chose que j'ai... Et c'était je ne vais pas dévoiler quelque chose, hein, mais tu me dis, c'est précis, punché dans tes commentaires. Oui. Bien, je pense que c'est grâce à ça. Parce que quand tu me dis ça, je me suis rappelé que quand j'écrivais, on avait compris comment il était. Je n'avais pas besoin d'en ajouter. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Et ça, je pense que c'est ça. Mais effectivement, le conflit de loyauté, j'espère qu'ils ne trouveront pas qu'il est trop dur. J'espère qu'ils ne diront pas que ma mère était faible. J'espère qu'ils ne diront pas que ma sœur, le monde le savait, donc qu'elle aurait dû avoir plus de courage. Moi, je voulais pas que ça se dise comme ça, tu vois? Fait qu'on reste toujours en conflit de loyauté, tu sais. Mais ma mère, c'est une courageuse. Ma mère, c'est une courageuse. Parce qu'elle a réussi à se tenir debout malgré qu'il la faisait tomber combien de fois par semaine. Ma sœur, c'était son choix. Je ne juge pas ça. Mon père, c'est un être qui avait tellement de colère et qui aurait dû vraiment aller couper le bois en forêt, aller fendre le bois, comme on disait par chez nous, au lieu de faire ce qu'il faisait sur ma mère et ce qu'il nous faisait subir à nous. Tu as tout à fait raison et c'est très bien raconté dans le livre. Il nous reste 30 secondes. Je te donne 15 secondes. Tu as apporté avec toi un objet qui te représente. C'est quoi? C'est ce bracelet-là? C'est un bracelet tibétain que j'ai trouvé dans une vitrine à New York. Sans savoir, j'ai dit c'est ça. J'ai commencé à faire ma première émission dans le train avec ça. Ça n'a jamais quitté. Et c'est la compassion aux autres. La compassion aux autres. Ça résume très bien qui tu es, José Lito. Merci beaucoup d'avoir été là pour notre première émission de Dans le blanc des yeux. Merci. Changez ça pour le bleu des yeux.